Bonjour à tous, bonjour papa, comment tu vas? Bonjour, je vais très très bien. Moi c'est Christelle KM et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir monsieur Pierre Mwanda qui est également mon père. Peux-tu te présenter en quelques mots? Moi c'est Pierre Mwanda. Voilà, je suis l'auteur de ces livres dont on parle aujourd'hui, qui est intitulé Réenchanter votre vie grâce à la communication non violente. Et aujourd'hui, on va un peu du coup parler de toi, de ton parcours, comment tu es arrivé à écrire ce livre, quel est ce livre, qu'est-ce qu'il raconte. Et j'ai hâte de t'entendre et de découvrir des choses sur toi également. Alors, qui es-tu, monsieur Pierre Mwanda? D'abord, merci beaucoup d'avoir eu cette idée de pouvoir vous en parler. J'ai rêvé de cela, vraiment de pouvoir m'exprimer et à travers toi un peu la jeunesse. Qu'est-ce qui m'a amené là? En fait, je suis venu ici en Europe pour parfaire mes études à l'Université catholique de Louvain. Et chemin faisant, il s'est produit des événements un peu dramatiques en fait. Un concours de circonstances de la guerre du Rwanda, ce qu'on a appelé la génocide du Rwanda, en 1994. Et puis, en même temps, il y a eu aussi ce qu'on a appelé la guerre des Balkans. La Yougoslavie, qui était un grand pays qui s'est disloqué en 5 pays. Et puis, il y a eu aussi la guerre d'Algérie. Toutes ces guerres ont comme point commun des guerres fracticides. En fait, c'est des gens dans leur pays qui se battaient entre tribus. Et les étudiants qui sont venus de ces pays commençaient à importer leur guerre ici sur le site de Louvain-la-Neuve. Les étudiants rwandais, cette guerre-là a impacté pas seulement le Rwanda, mais aussi le Burundi, la République démocratique du Congo, d'où je viens. Et ce qui a fait que les Yougoslaves aussi, ils se déchiraient entre eux, les Algériens. Donc, ce qui fait que, bref, le site universitaire était prêt vraiment à s'éclater par tous ces conflits importés par les étudiants. Et du coup, l'université, les autorités universitaires n'ont pas eu d'autres moyens que de nous proposer des formations pour essayer de calmer les tensions. Il s'est formé des camps. Les camps ici de Hutus, là-bas, de Tutsis, des Congolais, tout ça, et on voulait en venir aux mains, vraiment. Wow. Et pour calmer toutes ces tensions, l'université a eu l'idée de nous proposer des formations en communication non violente. Voilà comment je suis arrivé à la communication non violente. Au début, on n'a pas aimé du tout parce qu'on s'est dit, vous vivez dans les mêmes auditoires avec un étudiant, avec un collègue, et dont vous savez que le frère qui est resté au pays, son frère qui est resté au pays, c'est celui qui a violé ta sœur, ta maman, wow. Et puis l'a tué. Comment vous faites pour vivre dans le même auditoire? Voilà, c'était ça. Et c'était difficile pour nous d'aller suivre ces formations ensemble avec tous les belligérants. Voilà, c'est comme ça qu'on est venu là. Chemin faisant, au début, on y allait avec des pieds de plomb, c'est-à-dire pas assez d'élan pour y aller. Sauf qu'un jour, on s'est rendu compte on nous parlait de la notion qu'on appelle empathie. Il y a beaucoup de notions importantes, mais on parlait de l'empathie. Il y a eu quelque chose que je ne peux vraiment pas expliquer par les mots. C'est comme quelque chose de spirituel comme ça qui s'est passé. Je sais que ça, c'est après plusieurs semaines déjà de formation. Hein. On nous prenait dans les autobus et les formations s'est passées dans les anciens couvents de sœurs qui étaient devenus des centres de formation. On nous amenait vendredi soir et on nous ramenait dimanche. Et après plusieurs sessions, un soir, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'on a eu un moment où on s'est rendu compte que finalement, on a tous les mêmes besoins. Le besoin de vivre ensemble, le besoin d'avoir une portion de terre pour vivre, voilà. Et donc, de collaborer, il n'y a que ça pour les êtres humains. Et
on s'est réveillé de ces moments-là, un moment vraiment qui nous a touchés en prenant, en se rendant compte, en prenant conscience que nous avons tous finalement les mêmes besoins et nous sommes des êtres humains et nous avons que très peu de temps pour vivre ici sur Terre. Donc, on s'est réveillé de ça comme dans un sommeil et que comme si les murs de nos séparations tombaient, on s'est retrouvé la main dans la main avec des ennemis d'hier. Et voilà, et c'est là que c'est parti. On est tous tombés amoureux de cette communication non violente et c'est là que ça nous a appris vraiment quelque chose de passionnant. Et mon rêve, c'est que le monde entier sache cela. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi tu penses que c'est important pour la jeunesse qui ont besoin absolument de savoir ça. Alors, quand j'ai découvert l'impact que les notions de ces livres ont eu en moi et aux autres, et même sur les sites, je me suis dit, ça, si je suis venu en Europe pour faire des études scientifiques, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut ramener, non pas seulement à mon pays, mais dans le monde entier. Parce que ça change, ça parle au cœur. Ça, en tout cas, le cœur de la formation, c'est de parler au cœur. C'est la formation du cœur. En fait, ça change la manière de vivre. C'est un art de vivre. C'est une manière d'être. C'est c'est ce qu'on appelle vraiment l'art de vivre, la manière de communiquer. Tu sais, on nous a tous appris à parler, mais pas à communiquer. Wow. Oui, je sais parler. Que j'aime beaucoup cette phrase. Ah oui, c'est très, très important. Répété dans mon enfance. Ah oui, c'est très, très important. Vous pouvez faire béba quand on apprend. Et donc, c'est pour cela que ces formations sont destinées. Le public cible, c'est vraiment tout le monde, à partir de l'enfant qui commence à parler. Il y a des enfants qui parlent à 2 ans. Donc, c'est destiné à un public à partir de 2 ans jusqu'au jour de votre mort. Et tout le monde, je vous assure. Toutes les tensions, si vous voyez, si je te demande est-ce que tu as déjà eu une tension avec un de tes amis ou de tes copines. Assurément. Eh bien, ah oui. et si vous allez au fond, ça sera toujours, la plupart du temps, sur une manière dont il a exprimé les choses, soit qu'il a dit des choses sur toi, soit qu'il a mal dit, soit... Tu sais, j'ai entendu vraiment des choses. Et je travaille maintenant beaucoup avec les jeunes. J'ai dit aux jeunes, est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose qui t'a choqué? Il y en a, les choses que j'ai entendues, ça m'a vraiment touché, du genre, va te faire composter. Composter? Oui, j'ai entendu chez les jeunes. Hein. Wow. Il y en a encore pire. Tu n'aurais jamais pu naître. Wow. Tu n'aurais jamais dû naître. Ça sort des jeunes comme toi. Oui. Et des choses comme au niveau bagage intellectuel, tu voyages léger. Non, c'est pas rigolo. C'est des choses. Drôle, je t'assure, j'ai entendu. Moi, c'est pas au milieu des adultes, hein, c'est au milieu des jeunes que j'ai entendu. T'es moche. Non, c'est vrai que c'est horrible parce que c'est des choses que tu gardes toute ta vie. C'est incroyable. Ouais. T'es moche, t'es gros, tu ne réussiras jamais. Casse-toi, tu chantes comme un crapaud. Non, c'est des choses qui existent et que tu es dans la musique. Tu sais, Marshall Rosenberg qui a conceptualisé cet outil, on lui a dit ça à l'école primaire par son instinct. Oui. Il a arrêté de chanter. Suite à cette phrase-là, casse-toi, tu chantes comme un crapaud. Et il n'a plus voulu chanter jusqu'à 40 ans quand il s'est rendu compte que ce ne sont que des jugements. C'est des subjectifs. C'est lui qui pense ça. Il a recommencé à chanter le pauvre à 40 ans. Avec sa guitare. Et il faisait des conférences partout dans le monde entier avec sa guitare quand 40 ans. Parce que une phrase. Je peux encore te dire pire. C'est vrai. D'ailleurs, anecdote, c'est une histoire que tu m'as beaucoup racontée quand je t'ai dit que je voulais me lancer dans la musique. Ouais. Tu m'as toujours dit qu'il y aurait des jugements. Absolument.
au niveau de la voix, tout ça, Voilà. du physique, et qu'il Voilà. fallait être dur à Il ce faut niveau. bien se tenir. Exactement. Ouais. Parce que les gens sont méchants verbalement et plein, tu vois. Et ça, c'est important que tout le monde apprenne ça, vraiment. Et c'est pour cela que j'insiste, j'ai envie de m'y consacrer. Tu sais, par exemple, dernièrement, j'étais invité dans une école. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école? Eh bien, une jeune fille, il a 17 ans, mais il avait déjà un copain dans la même école. À un moment donné, tu sais, ça se passe bien, à un moment donné, ils ne s'entendaient plus. Et le garçon était énervé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la photo que la jeune fille lui a envoyée quand tout était bien. C'est une photo où c'est une buste presque nue. Des nudes, on appelle ça. Ben voilà. Ah, comment on appelle Des ça? nudes. Vous voyez ça? Avec vous les jeunes, j'apprends beaucoup. Moi, je sais pas. Ça s'appelle envoyer des nudes. Eh ben, des nudes là. Alors, ces nudes là, qu'est-ce qu'il a fait, les garçons? Eh ben, comme il était énervé, il a agrandi ces nudes là, il a imprimé et il a sorti en grand, en couleur. Et il est venu très tôt à l'école. Il a multiplié ça, il a placardé ça sur les corridors, là où tout le monde passe, les profs, les élèves, avant d'entrer dans les salles de classe. Incroyable. Et il a écrit sur le visage en grand « sale pute ». C'est la communication, hein. C'est des mots. Hein. Je suis là pour les mots, pour la manière de communiquer. Et ces mots-là, « sale pute », 2 mots. Et quand la fille est venue vers 9h moins, à l'heure de la rentrée, elle a vu sa photo placardée comme une star. Mais une star avec sa buste. Comment tu as appelé ça? Des nudes. Des nudes, avec son nude placardé, mais avec les mots sale pute. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait quart de tour, elle est rentrée à la maison. Ses parents étaient déjà partis au boulot. Elle s'est pendue. Elle s'est suicidée, en fait. Et vous voyez, on a perdu une jeune fille, on ne sait pas ce qu'elle a devenir. Donc, on a cassé sa vie, on a cassé sa carrière. Peut-être qu'elle allait être la première ministre de demain. Tout ça pour une communication, pour un mot, 2 mots, sale pute. Elle s'est suicidée. Et cette école-là m'a supplié de donner la communication non violente d'abord à la classe et puis j'ai commencé à donner dans toutes les... Je plaide pour que ça soit quelque chose qui rentre dans les programmes scolaires. Ça s'invite soi-même. Je n'ai même pas besoin mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris et merci que tu m'as invité pour qu'on en fasse large diffusion. Vraiment, je plaide auprès des autorités, du ministère de l'Éducation partout dans le monde pour que ça soit dans le programme. Et je suis prêt à former les enseignants et des formateurs. Ça, c'est mon objectif. On va taguer la Fédération Wallonie-Bruxelles et tout ça pour qu'ils entendent. Je pense que tu as beaucoup à apporter. Absolument. Un jour, j'ai vécu un truc. Tu sais, on a souvent parlé du racisme, mais je me suis dit, j'ai jamais vécu des choses comme ça, mais on entend parler aux États-Unis, en Afrique du Sud. Ça, c'était au début, quand tu es arrivé en Belgique? Oui, quand je suis arrivé en Belgique il y a quelques années. Sauf qu'un jour, je suis allé dans une ville après 1 heure de train et je descends, je me rends compte que j'ai oublié mon smartphone et l'adresse sur là où j'allais te rendre. Ouais. Je me suis dit, mais je vais faire comme en Afrique. Je vais poser des questions. Chez nous, on dit que celui qui a une bouche ne se perd jamais. Il suffit de poser la question. C'est beau, est-ce que tu peux le répéter? Oui, celui qui a une bouche ne se perd jamais. Wow. Et oui, on n'a pas besoin de vos trucs là. Tout à l'heure, quand on venait, je te regardais. Nous, on pose des questions. Voilà, est-ce que vous connaissez... Et voilà. Et puis, j'ai dit, mais s'il n'y a pas de souci, je vais poser le problème. Sauf que j'ai oublié qu'on était en Europe et presque en hiver, on ne voit personne sur la rue. Je suis sorti de la gare, personne après 10 minutes. C'est impossible. J'ai dit, mais nous, la maison, c'est pour dormir.
et on vit dehors. Ici, il n'y a personne dans la rue. Et puis, j'ai vu qu'en face, il y avait un bistrot. J'ai dit, mais ben... Et puis, je voyais la fumée. À ce moment-là, on n'avait pas encore interdit de fumer dans le bistrot. Okay. Je voyais la fumée monter. J'ai dit, là, il y a des êtres humains. Je vais aller m'informer. Sauf que quand j'avance sur ce bistrot, au moment où je voulais mettre le pied pour rentrer, la dame qui gérait me crie dessus avec la main comme ça. Tu vois la main de stop quand on ne veut pas que tu rentres. Il dit, hé, pas de noir ici. Wow. Alors, c'est la première fois que j'ai vécu comme ça. J'étais tellement tétanisé, tellement étonné, tellement surpris, tellement effrayé que j'étais démuni. Et je crois que j'ai gardé 1 minute, un petit moment de silence parce que je ne savais pas quoi faire. Est-ce que c'est de lui répondre par un coup de poing ? Je me dis, mais ici, à ce moment-là, c'est une ville, la capitale de ce qu'on appelait le Vlaamsblok à ce moment-là. C'était Anvers ? Je ne veux pas citer la ville. Mais assurément, c'était une ville. Je ne suis pas ici. Qui commence par A. Non, c'est toi qui le dis. Okay, moi, je préfère ne pas dire la ville. Bon, voilà, parce que tout ça s'est passé déjà. Oui, bien sûr. Je te raconte, parce que tu me demandes de quelque chose que j'ai vécu. Et j'ai dit, waouh, je n'ai rien dit. Parce que j'étais presque... voilà. Tu étais surpris, tu sais pas voilà. J'étais traumatisé. Tu sais, c'est la première fois que j'ai vu ça. En 1 minute, en 1 seconde, j'ai vu comme tous les films du racisme aux États-Unis et en Afrique du Sud. En 1 minute, mon sang n'a fait qu'un tour, comme on dit. J'ai décidé de rentrer chez moi pour aller aux urgences. Et quelles urgences? C'est dans ma chambre. Pour faire ce que j'ai appris par la communication non violente. Heureusement que j'avais déjà appris la communication non violente, donc je n'avais pas besoin d'aller aux urgences chez un psychologue parce que je pouvais le faire avec tout ce que j'ai appris avec la communication non violente. Je suis rentré dans ma chambre toute la journée. J'ai commencé à faire 1 à 1 tout ce que j'ai appris à la communication non violente. Parce que ce n'est pas seulement apprendre aux gens de parler, au lieu de dire chaque fois « va te faire composter, sale pute », des choses que je t'ai citées, t'es moche, tout ça, mais aussi apprendre aux gens comment savoir accueillir ces choses pour que ça ne te détruise pas, pour que ça ne te traumatise pas. Ça, c'est le bon côté de la communication. J'appelle ça, il y a des gens parfois qui n'aiment pas le terme communication non violente, j'appelle ça à l'intérieur de mon livre, communication bienveillante, parce que là, ça dit ce que ça dit. Parce que c'est vraiment, ça vous fait du bien. Alors, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle l'auto-empathie. Okay. L'auto-empathie, et ça, il faut que les gens apprennent ça, pour que même quand on vous dit les choses que vous vous dites entre jeunes, au niveau bagage intellectuel, tu voyages léger. C'est un truc que j'aurais pu dire, tu sais ça. C'est quoi? Tu as au niveau bagage intellectuel, tu voyages léger. C'est vraiment mon humour, ça. C'est vrai? C'est vrai, papa. Pour moi, quand je reçois ça, c'est comme une insulte, non? C'est totalement une insulte, mais voilà. Mais c'est drôle. Pourquoi vous dites ça, les jeunes? Vous pouvez dire la même chose, mais autrement. Et c'est ça que j'enseigne. Vous pouvez dire tout ça, au lieu de dire « va te faire composter », tu peux le dire autrement. Au lieu de dire « sale pute », tu peux dire cette chose-là, mais autrement. Et c'est ça que j'enseigne. Et quand on t'a dit ça, et quand c'est toi qui as reçu ça, au lieu de se faire suicider, comme la fille là dont je t'ai raconté, tu peux te donner de l'auto-empathie vraiment à fond et revivre. Et sinon, les gens meurent, si tu ne meurs, mais tu meurs vivant en fait. Et il y a des gens qui se suicident et il y a des gens qui meurent mais vivants parce il a perdu sa personnalité, il a perdu son élan, il a perdu ses dons. Au lieu d'exercer tes dons, et par exemple comme Marshall Rosenberg, il ne pouvait plus chanter. Alors qu'il avait mais rien ne m'interdit de chanter. À cause d'une seule remarque. À cause d'une seule remarque de son incite. C'est pourquoi j'aime aussi parler aux profs. Attention, ce que nous disons aux élèves,
ça peut rester longtemps parce que les élèves, les instituts sont considérés, leur parole est considérée comme sacrée chez les élèves. Et parfois, les élèves, même quand l'institut a commis une erreur, s'il a, par exemple, oublié de dire 2 fois 2 égale 3, eh bien, pour l'élève, 2 fois 2 égale 3, l'instituteur a dit comme ça, madame a dit comme ça, les parents auraient beau dire, j'exagère un peu l'exemple, mais c'est pour te dire que quand les paroles des professeurs, des institutrices, des instituteurs sont sacrées du côté des élèves, donc dites des choses qui peuvent construire, qui peuvent motiver, qui peuvent donner de l'élan. Mais dire, par exemple, d'autres phrases que j'ai entendues, tu ne réussiras jamais. Et quand un prof dit ça à un élève, ça lui marque. De toutes les façons, le prof a dit que je ne réussirai jamais. On a tué la personne. Wow. En dépit de ses talents, il ne le fait plus. Comme Marshall, il ne voulait plus chanter. Alors que à 40 ans, quand il a même repris sa guitare, il était invité, c'était l'invité partout en Israël, avec sa guitare. Avant de commencer, il introduisait sa conférence avec un petit chant, de ce qu'il va chanter, de ce qu'il va enseigner. C'est pour cela que parfois je vais aussi avec ma guitare. Oui, c'est vrai. Tu es guitariste, il faut le dire également. Voilà. Tu donnes des cours de guitare à tes formations? J'ai déjà fait ça. Et même à la personne qui est en face de moi, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix à l'époque? Non, la communication non violente nous apprend aussi à faire des choix judicieux. Non, c'est vrai que c'est toi qui m'as donné l'amour de la musique également. Ah, ben voilà. Tu m'as appris la guitare. C'est vrai que j'ai des notions de guitare. Ben oui, je suis fier de toi aussi par rapport à tout ce que tu fais et tout ce que tu réalises. Merci beaucoup. Voilà pourquoi j'aimerais que les jeunes puissent apprendre un nouveau langage, que ce langage-là que nous appelons le langage chacal. Okay. Et apprendre un nouveau, dire des choses de la manière girafe. Oui, voilà. Ça, faut retenir. C'est vraiment 2 grandes notions dans la communication bienveillante. Oui. Donc, je suis là. Donc, arrêtez de se pourrir la vie, de se tuer comme ça, vivant. On peut se dire les choses plus bienveillantes, plus nobles. Qui s'encourager. Vraiment, voilà, c'est ça mon rôle. Et c'est pour cela que j'ai écrit ces livres, pour que tout le monde, les enfants à partir de 2 ans et même les adultes, réapprendre à parler pour réenchanter notre vie qui était déjà maltraitée. C'est pour cela que j'ai dit réenchanter. Parce que déjà, nos vies, suite à ce qu'on a entendu d'un parent, d'un instituteur, d'un copain, d'une copine, d'ailleurs, t'es comme ça, parce que c'est qui il est pour avoir de l'autorité sur ta vie. Et donc, rejeter toutes ces phrases-là de gens... Moi, j'aime bien parler aux jeunes. Et un jour, j'ai parlé à des jeunes, j'ai fait presque une liste de tout ce qu'ils ont entendu et qui leur ont fait mal. Jusqu'aujourd'hui, et sinon, ils ne m'auraient pas dit ça. Et j'en ai mis dans mon livre. On garde plus facilement les paroles négatives que les positives qu'on entend. Exactement. Voilà. Mais concrètement, du coup, dans ce livre, qu'est-ce qu'on peut trouver? Parce que j'ai l'impression que tu parles aussi du fait que ça apprend un peu à gérer ses émotions, vulgairement. Oui, tout à fait. À canaliser nos émotions, parce que les émotions, parfois, ce sont des énergies. Des énergies en nous. Et puisque tu peux de toutes les manières arriver à être en colère, alors c'est une énergie qui fait que il y a des gens qui frappent sur qui frappent sur la télévision, la télé qui n'a rien fait, qui a coûté cher, qui frappe sur la table. Eh bien, au lieu ou qui frappe sur le visage de son épouse, de son copain, de son fils, il y a des gens qui ont tué leurs enfants. Bien sûr. Donc, on apprend aussi avec cette formation à canaliser nos émotions pour que ça soit au service de la vie et pas à la destruction, comme nous le faisons chaque jour. En colère, Donc, on apprend avec cette formation de communication bienveillante à canaliser nos émotions. Merci d'avoir posé cette question parce que c'est très, très important. Non simplement
que quand on est victime d'une violence verbale ou d'une violence physique ou d'une violence en ligne, il y en a beaucoup maintenant entre les jeunes. Bien sûr. C'est que de violence, Oui, des harcèlements. On appelle ça pressing, même faire des pressings sur une personne. Ah ben tu vois, j'apprends encore chez les jeunes. Le pressing. C'est totalement ça. Ah ben voilà. J'apprends toujours avec les jeunes. Pressing. Oh, merci beaucoup. Comme ça, quand je parle avec les jeunes, j'essaie de me mettre à leur niveau. Et donc, tous ces pressings-là, ça suscite des émotions négatives en vous. Et ces émotions-là, si vous ne les canalisez ça pour que ça serve à la vie, ça va servir à te détruire. Si pas aujourd'hui, mais petit à petit et à petit feu, tu es en train de te perdre, de mourir, de perdre ta personnalité et des talents qui t'ont été donnés, pourtant, pour mener ta vie à bon port. Voilà. Donc, tout ça, c'est la formation en communication bienveillante nous aide à avoir des stratégies, des méthodes de canaliser ces énergies. Quand je t'ai dit que quand j'ai reçu ces pas de noir ici, je suis parti aux urgences dans ma chambre. C'est exactement ce que j'ai fait tout seul. Et j'étais guéri le lendemain. J'ai repris mes forces, mon énergie. Je suis reparti voir cette dame. Tu es reparti au bistrot? Ah oui. Je voulais aussi pour moi mettre à l'épreuve la puissance de la communication bienveillante que j'avais appris. C'est quoi après? Je suis reparti j'arrive là-bas vers 10h30, 11h. Alors, je vois une dame qui sort. J'ai dit, oh, je l'ai raté. Mais en fait, c'était la dame de ménage. Okay. Et elle venait pour ouvrir vers 11h, 11h30 pour recevoir déjà des clients à midi. Et j'ai dit, waouh, c'est elle. Et j'avance à petits pas, mais avec l'assurance. La tête haute. Elle était en train d'ouvrir la porte. Je lève la main pour dire, madame, pas trop près non plus, par respect. Et bon, alors je respecte ce que j'enseigne, parce que la communication non violente a 4 étapes principales. L'observation, les sentiments, les besoins et la demande. On va revenir sur ça parce que c'est important. Ah oui, et puis, suite à ça, donc cette structure était dans ma tête. Donc, je commence. Bonjour madame, je suis la personne à qui tu as dit hier vers 15h, pas de noir ici. Donc je respecte comment on dit les choses en communication bienveillante. Au lieu de dire, mais d'habitude, qu'est-ce qu'on ferait? Madame, maintenant que nous sommes à 2, qu'est-ce que tu m'as dit? Hier, j'aurais profité pour lui donner un bon coup et puis m'en aller. Donc tu étais violent toi-même avant la communication non violente? Certainement que je ne peux pas dire que j'étais vraiment un ange. Il y avait... Non, pas de tabou, faut dire, monsieur Mwanda. Était violent, oui ou non? À un degré, oui, déjà même par mes colères. Oui, donc, OK. Et c'est pour cela que moi, je peux vous parler de l'impact et de la puissance de ce que ça m'a fait. Il y a vraiment eu un avant-après dans ta vie. Un avant, un après. Et j'en suis témoin. Voilà. Absolument. OK, merci beaucoup. Et donc, j'arrive, je parle. Madame, je suis la personne à qui vous avez dit pas de noir ici. Objectif. Donc, voilà. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer, vous vous rappellerez que je n'ai rien dit parce que je donne comment je me suis senti. J'étais vraiment démoli, j'étais sans ressources, j'étais affaisé, j'étais triste, j'étais en colère. Tout ça était en moi et au point que je suis reparti pour chez moi, tellement que j'étais blessé en mon amour propre. Voilà. Et tu as su exprimer tes émotions devant cette personne. Oui, oui. Wow. Oui, oui. Et puis j'ai dit que, en fait, mon besoin, mon souci, c'était juste d'avoir une information pour pouvoir aller là où je voulais partir. Alors, et puis j'ai terminé par dire... Et puis, je voulais terminer
dans la demande, la dernière partie, elle m'a coupé la parole en disant, écoute, monsieur, d'abord, parce que je lui ai dit, la patronne, d'abord, il m'a coupé la parole, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout, et il m'a commencé à me dire, écoute, je ne suis pas la patronne, je reconnais, hier, c'est moi qui t'ai dit ça, mais je ne suis pas la patronne, je ne suis que l'ouvrier, le serviteur qui travaille ici, mais mon patron, ce que j'ai fait hier, j'ai respecté scrupuleusement ce que m'a dit mon patron. Wow. Et il m'a dit le nom du patron. Et je connaissais ce nom-là, c'est le chef du parti du Vlaams Blok à ce moment-là. Wow. Voilà, donc le parti le plus extrémiste à ce moment-là. Ouais, et donc, ça n'existe plus maintenant, ces partis-là. Et donc, j'ai compris, tu vois, que finalement, tout ce qu'il m'a dit, et puis je te prie, s'il te plaît, de partir maintenant. Parce que là, le temps que je prends, c'est l'heure où le patron vient pour vérifier si je suis bien à l'heure et que j'ai bien ouvert le... Donc, s'il te plaît, pars vite, continue ton chemin, parce que sinon, tu risques tout ce que je t'ai raconté. Vous voyez la communication bienveillante, ça, c'est grâce à la communication bienveillante. J'ai appliqué ce que j'ai appris et ça a donné ce résultat-là. Donc, finalement, j'ai compris que en face de moi, il y avait un être humain qui lui aussi avait des besoins de respecter son emploi pour préserver sa sécurité financière, pour élever sa fille. Vous voyez, à partir de là, j'ai enlevé l'image de l'ennemi, alors que hier, pour moi, c'était vraiment la femme la plus raciste au monde, et que j'ai vue de mes yeux, je la décrivais en tant qu'Africain comme un sorcier, une sorcière. Oh my God! Et à partir de ce moment-là, cette image-là est partie de moi. Je suis reparti de là, vraiment guéri, psychologiquement, spirituellement. Ça te fait du bien, cette mini-conversation? Beaucoup de bien. Okay. Beaucoup de bien. Déjà, moi-même, avec mon auto-empathie, ça m'a fait du bien. Et déjà d'entendre... d'effacer l'image de l'ennemi, et je l'ai considéré comme un être humain qui avait même des intentions positives, bien que la stratégie qu'elle a utilisée est violente, mais son intention était bonne. Vous voyez, c'est ça les résultats, l'impact des communications bienveillantes. Ça nous permet de découvrir des choses, des facettes qu'on ne voyait pas. Voilà pourquoi je veux que vous le maîtrisiez tous. C'est vrai. Merci beaucoup, c'est des clés importantes. Est-ce qu'on peut juste revenir du coup sur les 4 points importants? Tout à l'heure, tu parlais d'observation, ça. On peut revenir sur ça parce que concrètement, quelqu'un qui t'écoute maintenant, qui a entendu ce genre de paroles, qu'est-ce qu'il devrait faire pour se donner de l'auto-empathie? D'abord, d'acheter mon livre. Non, je rigole. Tu as totalement raison, on est là pour ça, papa. Oui, parce que je détaille tout ça là. Les chiens ne font pas des chats. Exactement. Achetez le livre de mon papa. C'est ça. Et là-dedans, il y a des pépites, vraiment des éléments précieux. Par exemple, les 4 éléments de base pour changer notre manière de dire les choses. C'est ça. Et là, dans le livre, il y a vraiment, on te dit, les 4 étapes, tu les respectes, tu changes toutes les violences verbales. Premièrement, quand tu veux dire quelque chose, pense à l'observation. Observation, c'est-à-dire décrire les choses comme un fait. La description, c'est une description objective de ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens par les 5 sens. Donc, tu les décris. Au lieu de dire, tu vois cette fille-là, comme celle qui porte des écouteurs rouges, elle est moche, hein? Mais non, ça c'est des interprétations, des insultes. Dis, voilà, tu as vu cette personne-là, voilà, qui porte ceci, qui porte ça. Voilà, c'est tout. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, tu nous avais fait l'exemple de... Tu avais fait venir quelqu'un qui s'asseyait juste sur une chaise. Exactement. Et on devait tous juste écrire ce qu'on voyait sur cette personne. Voilà. Et je me souviens qu'on disait tous, tout le monde disait, elle a l'air de s'ennuyer, elle regarde mal, je pense qu'elle veut rester de son côté, elle est hautaine. Exactement. Et en fait... Tu nous as dit à la fin que tout ça, c'était juste des interprétations. Des interprétations, des jugements. Quand on observe, c'est juste quelqu'un qui est assis sur une chaise avec ses écouteurs, point. Et c'est ça qu'on doit
faire entrer dans la tête de chaque personne. On est occupé à faire des jugements à tout bout du champ. Tu vois la personne pour la première fois, et surtout s'il a une barbe, tu dis, oh, ça doit être un djihadiste, excusez-moi. Oh my God. Ou bien si tu vois, oh, c'est un black, ça doit être un voleur. Ah, si n'importe qui, tu fais, la première chose, c'est un jugement. Mais sa robe ne lui va pas. Elle est cool. Directement un jugement. C'est ça qu'il faut aller. Ça, c'est l'observation. Deuxièmement, quand tu dis, tu entends, tu vois, tu entends quelque chose, tout de suite, il se déclenche, ça stimule en vous un sentiment. Soit tu es content, soit tu es en colère. Tu attends quelqu'un qui te dit imbécile. Tout de suite, tu es en colère, ou tout de suite, tu es mal à l'aise, ou tout de suite, tu as envie de... Donc, chaque fois qu'on entend quelque chose, ou qu'on dit quelque chose, ou qu'on voit quelque chose à la télé, tu vois, par exemple, chaque jour, on m'envoie des choses qui se passent dans mon pays. Par exemple, un enfant, hier, par exemple, la guerre dans mon pays. Tu vois, on m'envoie des trucs où, tu vois, par exemple, une maman qui porte un enfant au dos et qui attrape une balle perdue, et qui tombe. Et l'enfant est occupé à réveiller une mère qui ne se réveillera jamais. Quand tu vois cette image-là, tout de suite, à mon cœur, il y a quelque chose, il y a un sentiment, ce qui peut être positif ou négatif, c'est-à-dire tu te sens bien ou mal. Et ça peut être, tu regardes à la télé, tu regardes un joueur qui marque un but. Il est en train de célébrer. Toi aussi, il y a quelque chose de joyeux qui est en toi, surtout si tu aimes bien cette équipe-là. Comme l'équipe belge qui a gagné de basket, là. Ils ont gagné le tournoi. Tu vois que tu es content. Voilà, ils ne te connaissent pas, mais tu célèbres avec eux. Donc, chaque chose que tu vois, que tu entends, suscite un sentiment. Et ce sentiment, en fait, ce n'est que comme un tableau de bord d'une voiture. Le tableau de bord d'une voiture, il est là pour indiquer quelque chose qui va ou qui ne va pas dans la chose la plus importante de ta voiture, le moteur, où il n'y a plus de carburant, où il n'y a plus d'huile. Et si tu n'obéis pas à ça, tu vas continuer et tu vas t'arrêter en pleine autoroute parce que tu n'as plus de carburant, tu n'as pas écouté ce que disait ton tableau de bord. Les sentiments, c'est la même chose. Et tu te sens mal à l'aise, tu te sens en colère, tu te sens quelque chose qui ne va pas, mais tu ne veux pas l'écouter. Tu veux toujours travailler, et tu tombes en burn-out. Donc, les sentiments, c'est des tableaux de bord qui nous indiquent qu'au niveau du besoin, il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Ou tu as besoin de célébrer, tu es content. Ah, tu es content pourquoi ? Parce que tu as envie de célébrer. La célébration, c'était un besoin, tu as envie d'être joyeux, d'exprimer cette joie. Voilà. Donc, et voilà. Et donc, tu demandes à ton petit-fils de faire ceci. Il dit, j'ai pas envie. Ça sent le vécu. Oui, j'ai pas envie. Et tu te sens quelque chose là-bas. Pourquoi tu sens ce malaise ou cette colère ? Parce que tu es agacé un peu, pas tellement de la colère, mais tu es agacé quand même suite à cette réponse. Et cet agacement cache un besoin, lequel, l'obéissance. Tu as envie de soutien, d'aide, parce que tu voulais juste avoir tes chaussures, mais tu avais besoin d'aide parce que tu as mal aux pieds. Ton besoin, c'est l'aide. Et c'est ça qui fait que tu es agacé. Donc, chaque sentiment cache un besoin et c'est très important d'aller comprendre ces besoins. Et puis après, tu fais une demande. C'est le quatrième élément. La demande, c'est dire ce que tu aimerais pour assouvir ce besoin-là. Et donc, voilà les 4 éléments de base. Et tu dis aussi, en parlant de la demande, donc il y a plusieurs manières d'exprimer la demande. Et là, la demande, ça peut nécessiter aussi tout un chapitre. On demande très, très mal. On demande mal, même à Dieu. On demande, même Dieu, parfois s'étonne. Comment on demande, voilà. Demander nécessite des éléments précis qu'il faut connaître.
Ok. La demande doit être, par exemple, concrète, doit être positive, ce qu'on ne savait pas, moi non plus, et doit être précise, doit être... donc, il y a au moins 5 éléments pour faire. Mais ça, je détaille ça dans les formations ou dans mon livre. Ok, donc tu donnes également des formations, c'est ça? Absolument. Je ne fais que ça et je donne des formations partout où on m'invite, dans les institutions, dans les écoles, dans les institutions, ça peut être des institutions bancaires. J'ai déjà été invité dans une institution bancaire que je ne vais pas citer le nom, et dans des institutions aussi, de grandes institutions internationales. C'est vrai. Je ne vais pas citer le nom non plus. Je donne des formations dans des organisations, des ONG ou des associations, ici à Louvain-la-Neuve aussi. Et donc voilà, dans les universités, ici à Louvain-la-Neuve aussi, je propose des modules de formation. En France aussi, dans une université française et dans une ONG aussi en France. Donc partout où je suis, dans les familles aussi. C'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'on peut te contacter? Oui, si des dans les familles. Ont des Dernièrement, j'ai été invité dans une famille. Je ne sais pas où est-ce que... Ils m'ont entendu à la radio, en fait. Et après, ils m'ont dit, est-ce que c'était une maman qui avait des problèmes avec ses enfants, des communications. Il m'a invité carrément dans sa famille et on a fait des jeux de rôle avec les enfants. Tu peux nous expliciter un peu, c'est quel genre de problème? Parce que peut-être que les gens se disent, je ne peux pas l'inviter chez moi, pourquoi? Enfin, oui, mais les gens de problème, par exemple, il y a une maman, par exemple, qui dit à son enfant, est-ce que tu peux terminer à laver ton assiette, tu peux laver ton assiette, et l'enfant qui répond, je ne suis pas ton esclave. Okay. À sa maman. C'est pas rigolo. Je suis parent, je sais ce que c'est. Ça choque des choses comme ça. C'est un exemple. C'est des choses comme ça. Et maman est frustrée et triste. L'enfant ne sait même pas que maman n'en dort pas. Wow. Mon propre enfant qui me dit je ne suis pas ton esclave. Et c'est des choses comme ça en fait. Et je suis parti dans la famille par exemple et on a fait des jeux de rôle. On reprend l'exemple et comment l'enfant se sentait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et on va lui dire, en utilisant la girafe, je vais avec mes marionnettes pour les enfants, les girafes, et puis on redit la même chose, mais en girafe, parce que ça, il a dit en chacal, et je lui apprends comment dire ça. Et puis voilà, et c'est des choses. Et j'ai passé 1 heure avec la famille, déjà ça. Oui, en famille aussi. Ouais. Et est-ce que tu sens que ça a vraiment changé le problème, que tu as pu crever l'abcès, ou tu n'as pas l'impression que parfois ça reste un peu en surface? En tout cas, moi, dans mon expérience, ça a permis vraiment d'aller en profondeur et de changer les choses. Okay. Vraiment. Ça peut être lent à changer, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Vous savez, je peux te donner cette image. Le goutte d'eau, il n'est pas si fort, une goutte d'eau. Et vous voyez, ça tombe sur un rocher. Mais, puisque ça tombe régulièrement, ça arrive à crever un rocher. Et tu verras que là où tombe la goutte d'eau, c'est creux. Donc, pour dire que, vraiment, lentement mais sûrement, ça arrive à changer. Parce qu'un comportement, ça peut prendre du temps puisque ça fait des années pour s'incruster. Et pour l'enlever, ça peut prendre du temps, mais heureusement que ça arrive à se faire. Et dans mon expérience, partout, même chez les patrons, avec leurs ouvriers, j'ai vu les choses qui s'est changées, les relations qui changeaient entre les patrons et leurs employés. Vraiment, j'en ai déjà vu à tous les niveaux sociaux. Okay. Vraiment, et ça change vraiment les choses. Parce que choses. Tout le monde vient aussi avec son éducation, son vécu, sa personnalité. D'ailleurs, au niveau des institutions, on appelle ça maintenant les soft skills, c'est-à-dire compétences comportementales. Vous, les jeunes, c'est important de les savoir. Ouais, là, c'est toi qui m'apprends pour le coup.
Voilà. Les soft skills, et aujourd'hui, les grandes entreprises, ils engagent certainement avec les diplômes parce que vous avez une compétence, mais plus que ça maintenant. Les patrons ont compris que même s'il vient avec son diplôme en informatique ou bien son diplôme, son doctorat en ceci, mais il viendra me pourrir l'entreprise avec son comportement. Donc, je préfère engager même quelqu'un qui n'a pas sa maîtrise, mais qui viendra l'apprendre ici sur les champs, mais qui a un bon comportement. Wow. On appelle ça les soft skills, c'est les compétences comportementales. Et vous entrez là, maintenant c'est ça. J'ai enseigné ça maintenant chez les patrons, tout ça. Donc, les patrons maintenant, ils ne s'occupent pas. Tu es informaticien, tu es chanteur, tu es ceci, ok. Mais ton comportement, c'est comment? Comment tu vis avec les autres? Non, tu vas me pourrir la vie de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui produit, plus que les relations interpersonnelles sont positives, mieux l'entreprise produit. C'est vrai. Donc, c'est important que les jeunes vous sachiez ça. Donc, n'allez pas simplement avec votre talent et votre diplôme, mais améliorer votre manière de communiquer, votre manière d'être avec les autres. Sinon, vous serez engagé aujourd'hui et un mois après, vous êtes à la porte à cause du fait que blabla. La manière de dire les choses. Ouais. Oui, vous allez avec vos phrases là. Oui, tu aides quelqu'un parce qu'il ne maîtrise pas les Word et tu commences à lui dire, je ne sais pas, j'ai appris ça aussi des agents. Il y en a un qui disait toujours aux autres, mais je ne sais pas comment tu as été engagé ici. C'est peut-être parce qu'à cause de ta beauté, mais tu ne vaux rien. Wow. Tu vois, un collègue qui te dit ça, Ouais. tu as envie de changer l'emploi, non? Bien sûr. Voilà, Ou de te battre. Ben voilà, de se battre. Et puis il y a la police, et puis il y a la prison. Et je viendrai te rendre visite en prison. Je l'ai déjà fait, surtout ici à Braine-l'Alleud, la prison des jeunes. C'était pas moi. Non. Préciser ce que t'as dit. J'ai visité les jeunes. C'est vrai que tu as déjà été dans des Oui. dans des prisons. Et les gens ne savent pas ça. Les jeunes ne savent pas ça à cause des choses, de la manière de dire, les comportements. C'est vrai. Simplement. C'est vrai. Donc, l'importance, moi j'insiste sur l'importance de former sur la communication bienveillante. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très belle conclusion. Merci à toi, merci à vous. J'espère que ça vous plaira. Et à la prochaine, je l'espère. Merci beaucoup. À la prochaine.